Dans la nuit du 23 juillet 2021, Veronika Koropkina s'est retrouvée en compagnie de 4 hommes. Avant cette soirée, elle était connue comme une mère ordinaire, une épouse ordinaire. Cette nuit-là, elle n'est jamais rentrée chez elle. Pour comprendre comment cela a pu arriver, il faut remonter un peu en arrière. Veronika avait 41 ans, rousse, remarquable, avec 2 tatouages, un sur l'épaule et un dans le bas du dos. Mariée à Andrei, une fille adolescente, un appartement sur le prospect Ulyanovsk à Krasnoyarsk, rien d'inhabituel, sauf si l'on sait comment tout cela se termine. Les voisins diront plus tard la même chose, presque mot pour mot. Une famille normale, tranquille, jamais de bruit, jamais de fête. Une voisine a ajouté qu'elle venait de rentrer de voyage et n'avait même pas remarqué que quelque chose s'était passé, jusqu'à ce qu'elle entende par hasard une conversation à propos d'une identification. Lorsque les journalistes ont contacté Andrei Koropkin, sa réponse a été brève. Il a juste dit « quote 0 », puis il s'est tu. Il a refusé de commenter davantage. Donc, le soir du 22 juillet, Veronika est partie chez une amie dans le complexe résidentiel Bellier-Rosy. Elle a dit à son mari qu'elle rentrerait tard. Elle y a passé la soirée. Tout s'est déroulé calmement. Plus tard, les témoignages du chauffeur de taxi apparaîtront dans le dossier, et c'est à partir de là que la chaîne des événements commencera à se dessiner. Veronika est montée dans la voiture et a donné une adresse sur le prospect Ulyanovsk, une course banale, un trajet court. Mais quelques minutes plus tard, son téléphone a sonné. Qui était à l'autre bout du fil? Le chauffeur ne l'a pas entendu. Il a seulement remarqué qu'après l'appel, elle a changé de destination. Maintenant, elle devait aller rue du 9 mai, dans un endroit appelé Café Champs. Le Café Champs était un lieu avec sa propre réputation, de ceux qui restent ouverts quand tout le reste est fermé. Alcool bon marché, une clientèle de passage, peu de questions posées. Pas un repère de criminels au sens strict, mais pas non plus l'endroit où l'on va après un dîner en famille. Qui exactement avait appelé Veronika? Les enquêteurs l'établiront plus tard. Mais à ce moment-là, ni le chauffeur de taxi ni personne d'autre ne savait que cet appel avait changé le cours, non seulement de la course, mais de tout ce qui allait suivre. Le chauffeur l'a déposée devant le champ et s'en est allé. Veronika est entrée seule. À l'intérieur, elle s'est retrouvée à une table avec 4 hommes. Ils n'étaient pas du coin, en tout cas, pas tous. 2 étaient frères, originaires du district de Berezovski, une banlieue de Krasnoyarsk. Les 2 autres venaient de la région de Voronej. Le plus jeune avait 20 ans, le plus âgé, 34. Comment la conversation a commencé exactement et qui a abordé qui en premier, les enquêteurs reconstitueront cela plus tard. Mais le fait est là, Veronika est restée avec eux et a continué à boire. De l'extérieur, cela ressemblait à un groupe nocturne banal, une femme d'une 40aine d'années et 4 jeunes hommes qu'elle n'avait jamais vus de sa vie. Aucun membre du personnel du café ne se souviendra plus tard de quoi que ce soit d'alarmant. Pas de dispute, pas de conflit, pas de tentative de partir. Juste des gens à une table. Vers 2 heures du matin, le Champs a commencé à fermer. Ils ont fini leur verre. L'un des hommes a proposé de continuer. Ailleurs, plus loin. Veronika a accepté. Pourquoi? Une question qui restera sans réponse. Peut-être pensait-elle qu'il n'y avait rien de dangereux. Peut-être l'alcool avait-il émoussé son sens du danger, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas rentrer chez elle. Ils sont sortis et sont montés dans une Lada Granta argentée. L'un des frères a pris le volant. Veronika s'est retrouvée sur la banquette arrière, entre 2 d'entre eux. La voiture s'est dirigée vers le district de Berezovski. Quand elle a ouvert les yeux, il n'y avait plus que la forêt autour d'elle. La ville s'était rapidement éloignée. La route longeait des villages, puis la forêt. Le district de Berezovski commence juste après Krasnoyarsk. 30 à 40 minutes de route depuis le centre, plus rapide la nuit. À ce moment-là, Veronika dormait déjà. L'alcool, l'heure tardive, les secousses de la banquette arrière, elle s'est probablement endormie presque immédiatement après le départ. Pendant qu'elle dormait, les 2 hommes assis de chaque côté d'elle ont commencé à lui retirer ses bijoux. Boucles d'oreilles, bagues, chaînes, tout ce qu'elle portait, avec précaution, sans la réveiller. C'est important à comprendre. Ce n'était pas un acte spontané. C'étaient les gestes de gens qui avaient déjà pris une décision, dans la voiture, avant la forêt, peut-être même au café. La voiture a quitté la route et s'est arrêtée dans une zone boisée. Les phares se sont éteints, l'obscurité tout autour. Des arbres.
pas une seule maison à des kilomètres à la ronde. À un moment donné, Véronica s'est réveillée. Ce qu'elle a vu exactement dans les premières secondes, personne ne le sait. Mais une chose, elle l'a comprise immédiatement. La situation dans laquelle elle se trouvait n'avait rien à voir avec ce à quoi elle avait consenti. 4 hommes, une forêt, la nuit, aucun signal, aucune chance d'obtenir de l'aide. Ses bijoux avaient déjà disparu. À partir de ce moment, tout ce que les enquêteurs reconstitueront plus tard à partir des témoignages prendra une toute autre dimension. Le tableau se révélera effroyable. Quand Véronica a repris conscience, 3 d'entre eux avaient cessé de faire semblant. Ce qui s'est passé ensuite dans cette forêt sera plus tard consigné dans le dossier comme un crime collectif commis contre sa volonté. 3 des 4, les 2 hommes de Voronej et l'aîné des frères, ont agi tour à tour. Elle n'avait aucun moyen de résister, ni physiquement, ni en nombre, ni selon la situation. Une femme seule contre 3 hommes dans une forêt isolée, sans téléphone, pas une âme à des kilomètres. Le 4e, le frère cadet, celui qui était au volant, n'a pas participé directement. Mais il n'est pas intervenu non plus. Il ne les a pas arrêtés. Il ne l'a pas ramené. Il est simplement resté là, à attendre que tout soit fini. Les enquêteurs qualifieront plus tard son rôle de complicité. Ensuite, ils lui ont pris son téléphone, puis sa carte bancaire. À ce stade, il ne lui restait plus rien. Pas de bijoux, pas de moyens de communication, pas d'argent, pas de possibilité de partir. Mais cela ne leur suffisait toujours pas. Ils voulaient le code PIN de la carte. Et ce qu'ils ont imaginé pour l'obtenir, même les enquêteurs chevronnés auront du mal à trouver les mots plus tard. L'un d'eux a pris une pelle. Elle se trouvait dans le coffre. Les enquêteurs accorderont plus tard une attention particulière à ce détail. La pelle avait été emportée. Elle n'avait pas été ramassée dans la forêt. Elle n'avait pas été trouvée par hasard. Ils l'avaient prise à l'avance. Juste devant Véronica, à quelques pas, 2 d'entre eux ont commencé à creuser, sans se presser, méthodiquement. Le trou devenait plus profond. Véronica regardait. Elle comprenait à quoi il servait. Ils ne le cachaient pas. La logique était simple. Tu donnes le code PIN, peut-être que ça ira. Tu ne le donnes pas, le trou est presque prêt. Ce n'était pas un interrogatoire. Ce n'était pas une menace verbale. C'était une personne debout, regardant une tombe se creuser devant elle. Comme il apparaîtra plus tard, les récits divergent sur la réaction de Véronica. Selon une version, elle a catégoriquement refusé de parler, et les hommes ont dû faire pression davantage. Selon une autre, elle a fait tout ce qu'il demandait, presque immédiatement. Quelle version est la plus proche de la vérité est difficile à établir. Les témoignages provenaient des accusés eux-mêmes, et chacun avait ses propres raisons de décrire les événements à sa manière. Mais le résultat est le même. Ils ont obtenu le code PIN. Véronica a abandonné la dernière chose qu'elle possédait, le code de sa carte. La dernière chose qui avait encore de la valeur pour eux. À ce stade, la logique suggérerait, s'ils ne voulaient que l'argent, ils pouvaient la laisser partir. Mais la logique ne s'applique pas toujours, et certainement pas avec des gens comme eux. Ils ont obtenu le code PIN, mais cela n'a pas sauvé Véronica. Ils ont fait une boucle avec un câble électrique. Ils l'ont passé autour de son cou. Ils lui ont ôté la vie, là même, dans cette forêt, cette même nuit, de ses mêmes mains. Ensuite, ils ont brûlé ses documents, son passeport, tout ce qu'elle avait sur elle, dans le feu. Comme si en détruisant les papiers, on pouvait effacer la personne, faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Et voici un détail qui en dit long. Le trou qu'ils avaient creusé devant elle, ils ne l'ont pas utilisé. Ils l'ont enterré ailleurs. Ils ont creusé un nouveau trou, l'ont placé dedans, l'ont recouverte de terre et de branches. Le premier trou n'avait été qu'une mise en scène, un outil de pression. Le second était réel. Après cela, les 4 sont calmement remontés dans la même Lada Granta et sont repartis. De retour sur le prospect Ulyanovsk, Andrei Korobkin attendait sa femme. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là, ni le lendemain matin. Son téléphone ne répondait pas. Et à chaque heure qui passait, le silence devenait plus pesant. Le matin, Andrei a composé le numéro de sa femme. Pas de sonnerie. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible ou se trouve hors zone de couverture. Il a rappelé, même résultat, il a envoyé un message. Il est parti et est resté sans réponse.
Il a probablement appelé l'ami chez qui Véronica s'était rendue la veille. Elle a confirmé « Oui, Véronica était partie de chez elle cette nuit-là. Elle avait appelé un taxi. Après cela, rien. Où elle était allée, avec qui elle était ensuite, l'ami ne le savait pas. C'est la mère de Véronica qui a donné l'alerte, pas le mari. Le comité d'enquête le confirmera plus tard. Elle a contacté la police quand il est devenu clair que sa fille était injoignable depuis plus d'1 jour. Une déclaration a été déposée, mais l'affaire n'est pas immédiatement devenue publique. La disparition de Véronica Koropkina n'a été annoncée que le 30 juillet, 1 semaine entière après qu'elle a disparu. 7 jours. Pendant ce temps, les 4 effacèrent déjà leurs traces, et pendant tout ce temps, Véronica gisait dans la terre du district de Berezovski. Personne ne le savait. Quand l'avis de recherche a finalement été publié, la ville a vu un visage, mais ne connaissait pas encore l'histoire. À partir de là, la police a commencé à reconstituer son itinéraire. Ils ont interrogé le chauffeur de taxi, ils ont récupéré les enregistrements des caméras de surveillance. Quote 3. Et sur l'un des enregistrements, ils ont repéré une Lada Granta argentée. Les caméras près du café Champ fonctionnaient. Pas toutes, mais suffisamment. L'enregistrement a capté le moment où Véronica sort de l'établissement, pas seule. Un groupe de personnes à côté d'elle. Ils se dirigent vers une voiture garée. La plaque est lisible. Procédure standard à partir de là. Ils ont vérifié l'immatriculation. La voiture n'était pas enregistrée au nom de l'un des hommes, mais au nom d'une femme, la compagne de l'un d'entre eux. Cela a immédiatement réduit le cercle des suspects. Pas volé, pas au hasard. Un véhicule personnel lié à une adresse précise et à une personne précise. Mais sur les images, les enquêteurs ont remarqué autre chose. Outre les 4 hommes, une autre femme était sortie du café avec Véronica. Après la sortie, le groupe s'est séparé. La femme est partie dans une direction. Véronica est montée dans la voiture avec les hommes. Qui était cette femme? Savait-elle ce qui allait se passer? Était-elle une connaissance de passage ou faisait-elle partie du groupe? À ce moment-là, les enquêteurs ne le savaient pas. Comme il s'avérera plus tard, ils la rechercheront séparément. Le comité d'enquête lancera même un appel public demandant à cette femme de se présenter pour témoigner. Mais le fil principal était déjà en main. La voiture, la propriétaire, par elle, le compagnon. Un habitant de 29 ans du district de Berezovski. Il s'appelait Mikhail Ivanov. Le 1er août, l'équipe de recherche a atteint un endroit dans une zone boisée du district de Berezovski. Un trou, de la terre, des branches. En dessous, ce qui avait été Véronica Koropkina 9 jours plus tôt. La découverte a été documentée. Les signes d'une faim violente étaient évidents avant même l'expertise médico-légale. Le même jour, le comité d'enquête a ouvert une affaire pénale. Les détails n'ont pas été communiqués, ni aux journalistes, ni à la famille. La formulation officielle était standard. Découverte présentant des signes d'origine criminelle. Pour l'enquête, c'était un moment à la fois attendu et décisif. Attendu, parce que l'itinéraire, les caméras et la voiture pointèrent déjà dans une seule direction. Décisif, parce que l'affaire passait désormais de la recherche d'une personne disparue à l'enquête sur ce qui lui avait été fait, pour Andrei Koropkin, pour la mère de Véronica, pour les voisins du prospect Ulyanovsk. C'était la fin de l'espoir, ce mince espoir. Irrationnel, mais tenace, qui tient bon tant qu'il n'y a pas de confirmation définitive. Maintenant, il y avait confirmation. De la meilleure, la plus heureuse, la plus joyeuse des vies, à un numéro d'affaires criminel. Krasnoïarsk a appris la vérité, et la ville a exigé des réponses. Mais l'enquête restait silencieuse. Les autorités ont refusé de commenter, dans l'intérêt de l'enquête en cours. Le lendemain de la découverte, ils ont arrêté le premier suspect. Il a refusé de parler. Le 2 août, Mikhail Ivanov a été placé en garde à vue. L'opération n'a pas pris longtemps. Il vivait à Berezovski. Il n'était pas parti. Probablement ne pensait-il pas qu'on arriverait jusqu'à lui si vite. Ou pensait-il que le trou dans la forêt était une garantie suffisante. Le comité d'enquête a publié une vidéo de l'interrogatoire. Sur l'enregistrement, un jeune homme, calme, ne montrant aucun signe visible de remords. Il a catégoriquement nié toutes les accusations, sur tous les points. Il a témoigné sèchement, brièvement. La plupart du temps, il restait silencieux. Plus tard, son avocat tentera de contester la détention. Sans succès. Le vrai caractère d'Ivanov se révélera plus tard, au tribunal.
Quand une journaliste a allumé sa caméra dans le couloir, il s'est retourné brusquement. Pourquoi elle reste là à filmer? Qu'est-ce qu'elle filme? 30 minutes après cette réplique, son verdict sera lu, le plus lourd des 4. Mais à ce moment-là, le procès était encore loin. La situation était la suivante. Un homme arrêté, 3 encore en liberté, et pas seulement en liberté. Au moment de l'arrestation d'Ivanov, son frère et les 2 de Voronej avaient déjà quitté le kraï de Krasnoïarsk. Ils s'étaient dispersés, volatilisés. L'un est retourné dans la région de Voronej, un autre est allé encore plus loin. Les enquêteurs connaissaient leur nom, mais pas leur localisation. La chasse a commencé, et elle allait durer près d'1 an. Mikhail Ivanov était en détention provisoire. Les 3 autres étaient déjà loin à ce moment-là, chacun essayant de disparaître à sa manière. Les 2 de Voronej sont partis les premiers, vers l'ouest, chez des proches. La région de Voronej est à près de 4000 km de Krasnoïarsk. Ils misaient sur la distance. Plus ils s'éloignaient de cette forêt de Berezovski, moins il y avait de chances qu'on les retrouve. Pendant un temps, ce pari a fonctionné. Le frère cadet, Sundar Ivanov, a adopté une approche différente. Il n'a pas quitté la région, il est resté à Krasnoïarsk, mais a essayé de se faire oublier, a coupé les contacts, a changé ses habitudes, a essayé de ne pas se faire remarquer. Il sera arrêté plus tard, mais pour l'instant, l'enquête connaissait son nom et ne savait pas où il était. Le comité d'enquête a inscrit les 3 hommes sur la liste des personnes recherchées au niveau fédéral. Cela signifiait que leurs informations étaient envoyées à toutes les divisions territoriales du pays. Photos, données personnelles, avis de recherche circulant de Kaliningrad à Vladivostok, mais un avis de recherche n'est pas une arrestation. Entre les mots quote 8 et quote 9, il se passe parfois des mois. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et ici, il vaut la peine de revenir sur un détail. Les bijoux qu'ils ont pris à Veronica, les 4 les ont mis en gage dans un prêteur sur gage cette même nuit. Ils ont obtenu du liquide. Pas grand-chose selon tout bon sens. Presque rien. Toute la vie d'une femme de 41 ans, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, convertie en une somme à peine suffisante pour un plein d'essence et quelques jours de nourriture. Pour cela, ils ont creusé un trou, l'ont étranglé avec un câble et ont fui à travers la moitié du pays. Ils ont trouvé le 2e 6 mois plus tard, à des milliers de kilomètres de Krasnoïarsk. 5 mois se sont écoulés avant la 2e arrestation. En décembre 2021, les enquêteurs ont localisé le suspect de 20 ans à Voronej. Il était sur la liste des personnes recherchées au niveau fédéral, mais ne faisait pas vraiment d'efforts pour se cacher. Ou peut-être pensait-il que Krasnoïarsk était loin et qu'on ne l'atteindrait pas. On l'a atteint. L'arrestation s'est déroulée sans résistance. Il a été extradé vers Krasnoïarsk. À ce moment-là, les enquêteurs disposaient déjà du témoignage de Mikhail Ivanov. Bien qu'il ait nié sa culpabilité, le tableau se formait progressivement à partir des fragments. Caméra, itinéraire, voiture, prêteur sur gage. Et maintenant, il y avait une 2e personne à interroger. Ce qu'il a dit exactement lors des premiers interrogatoires n'est pas divulgué dans les sources publiques. Mais à ce stade, l'affaire avait été requalifiée. Il ne s'agissait plus d'un seul suspect. Il s'agissait d'un groupe. 4, et 2 d'entre eux étaient encore en liberté. La géographie de cette affaire s'étalait sur la carte. District de Berezovski, Krasnoïarsk, Voronej et d'autres arrestations étaient encore à venir. Dans la nuit du 28 avril 2022, 9 mois après cette nuit dans la forêt, les enquêteurs de Krasnoïarsk étaient déjà dans la région de Voronej. Ils n'y allaient pas au hasard. À ce moment-là, les enquêteurs connaissaient le nom du 3e, Samir Christou, 34 ans. Mais le trouver s'est avéré plus difficile que de trouver le 2e. Christou n'était pas resté en ville, ni ne se cachait chez des proches. Il s'était installé dans un village, discrètement, sans se faire remarquer, avec une femme locale. Il vivait comme un homme qui n'était pressé de rien et ne fuyait personne. Une vie ordinaire, une maison ordinaire, rien de suspect de l'extérieur. Les enquêteurs de la direction principale de Krasnoïarsk ont travaillé avec leurs collègues du district de Berezovski. Ils se sont rendus sur place, ont procédé à l'arrestation. Christou a été extradé vers Krasnoïarsk et placé en détention. Le tribunal du district Jeleznorodojny a autorisé une détention de 2 mois.
Maintenant, ils étaient 3 en détention provisoire. Et ici, un tournant important s'est produit. Les 3 ont commencé à témoigner. Ils ont partiellement reconnu leur culpabilité, mais chacun a raconté sa propre version, et chacun a pointé du doigt les autres. Les enquêteurs ont reçu 3 perspectives différentes sur la même nuit. Les témoignages ne concordaient pas sur les détails. Ils ne concordaient pas sur l'essentiel, ce qui s'était passé dans cette forêt. Le 4e restait. Sundar Ivanov, le frère cadet de Mikhail, celui qui était au volant, celui qui n'avait pas participé directement, mais n'avait rien arrêté. Et son arrestation approchait. Elle allait combler la dernière lacune de l'affaire. Avec Sundar Ivanov, les choses se sont passées différemment. Il n'a pas été arrêté par le biais d'une chasse à l'homme fédérale et il n'a pas été retrouvé grâce aux adresses de ses proches. On l'a amené. Les 4 suspects se sont avérés être des Roms, originaires de la région de Voronej. Quand les enquêteurs de Krasnoïarsk ont commencé à examiner les relations des détenus, ils ont atteint un campement. Et là, quelque chose s'est produit que l'enquête n'attendait probablement pas. Le chef Rom a coopéré. Il n'a pas couvert les siens. Il n'est pas resté silencieux. Il n'a pas détourné l'attention. Au contraire, il a trouvé un terrain d'entente avec la police et a personnellement amené l'un des hommes recherchés au commissariat. Sundar avait 24 ans à ce moment-là, le frère cadet de Mikhail, celui qui conduisait la Lada Granta cette nuit-là, celui qui avait conduit tout le monde dans la forêt, attendu pendant que tout se passait, puis les avait reconduits. Maintenant, les 4 étaient en détention. Mikhail Ivanov depuis août 2021. Le 2e depuis décembre. Samir Christou depuis fin avril 2022. Et Sundar en dernier. À ce stade, le tableau complet avait été reconstitué. 4 personnes, une nuit, un café, une voiture, une forêt, un câble, un trou, un prêteur sur gage, la fuite. La police de Krasnoïarsk a consacré un épisode de son émission « Loi et ordre » à cette traque. La chasse a duré près d'1 an, mais elle était terminée. Maintenant, c'était au tribunal de jouer. Mais il y avait encore une personne qui n'a jamais pris place sur le banc des accusés. Non pas parce qu'elle avait fui, mais parce que l'enquête n'a pas pu la trouver. Ou plutôt, n'a pas pu la trouver. Le 7 décembre 2021, le comité d'enquête a lancé un appel public. Les enquêteurs recherchaient une femme qui se trouvait au café Chance dans la nuit du 23 juillet aux côtés de Véronica et des 4 hommes. Elle était visible sur les images de surveillance. Petite, cheveux foncés avec des mèches claires, un carré plongeant, une robe d'été bleu clair. Prénom supposé, Aliona. Âge estimé, 23 à 25 ans. Les enquêteurs voulaient des réponses. L'appel a été publié avec une description physique. Toute personne reconnaissant cette femme était priée d'appeler la Direction générale d'enquête ou la police. Les médias de Krasnoïarsk et de Voronej ont diffusé l'avis. Le résultat est inconnu. Dans les sources publiques, il n'y a aucune mention d'Aliona retrouvée, ni confirmation, ni infirmation. Elle reste une silhouette sur une caméra de surveillance, une femme en robe d'été bleue qui est partie dans une autre direction. Peut-être que cela lui a sauvé la vie, peut-être qu'elle en savait plus que quiconque ne le pensait, ou peut-être qu'elle ne savait rien du tout. Ce fil est resté en suspens et l'affaire est allée au tribunal sans elle. Le 5 mai 2023, le tribunal régional de Krasnoïarsk a commencé à lire le verdict. Dans la salle, 4 accusés, des gardes, un journaliste et la mère de Véronica, Svetlana. Elle était assise à 2 mètres des hommes qui avaient en fait cela à sa fille. La liste des accusations a pris du temps à lire. Vol en bande, crime collectif contre la volonté de la victime, destruction de documents, vol à main armée, complicité. Et le chef d'accusation principal, ce qui s'est passé à la fin de cette nuit dans la forêt. 4 hommes, 4 rôles, une victime. Les enquêteurs avaient déqualifié les actes de chacun séparément, en fonction de son degré d'implication. Dans la salle d'audience, les 4 étaient calmes, pas du tout comme cette nuit-là. Silencieux, ils n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Quand l'un d'eux a été approché avec un micro, « Êtes-vous d'accord avec le verdict ?» La réponse a été brève, « Écartons-nous ». La mère de Véronica dira clairement plus tard, « Celui qui a eu 23 ans, il n'a toujours pas avoué. » La famille des frères Ivanov n'est pas entrée dans la salle d'audience. Ils attendaient dehors. Quand les journalistes les ont approchés, ils ont répondu « Non,
On ne veut rien. Tout va bien. Mademoiselle, on ne comprend pas le russe. À eux deux, les frères avaient 6 jeunes enfants. Leurs femmes sont restées libres. Svetlana était assise calmement dans la salle, plus de larmes. Après 2 ans, il n'y en avait tout simplement plus, mais elle a dit une chose qui est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendue. Il aurait pu la sauver. Saundar, quand il est allé au campement pour acheter de la bière, il y avait un endroit où demander de l'aide juste à côté. Il aurait pu y aller, pas pour la bière, mais pour chercher de l'aide. Il ne l'a pas touché du doigt, et il a quand même pris 5 ans. Le juge a lu les peines. Mikhail Ivanov, 23 ans dans une colonie pénitentiaire à régime strict, plus 1 an de liberté restreinte après sa libération, la plus lourde des 4. Samir Christou, 21 ans en régime strict, celui qui avait fui le plus longtemps. Celui qui s'était caché dans un village de Voronezh avec une femme locale. 2e peine la plus lourde et 2e degré d'implication dans ce qui s'est passé dans cette forêt. Mikhail, le second, 6 ans et 6 mois en colonie à régime ordinaire, le plus jeune des 4. Son rôle a été qualifié différemment par les enquêteurs. Il n'avait pas participé à tout. Sundar Ivanov, 5 ans en régime ordinaire. Le chauffeur, celui qui les a conduits là-bas, a attendu et les a reconduits. Celui qui aurait pu aller chercher de l'aide, mais qui est allé chercher de la bière à la place. En plus des peines, le tribunal a ordonné une indemnisation à la famille, 1 million de roubles de chacun des 4. Les autres demandes civiles ont été rejetées. Svetlana a écouté le verdict. Puis, devant la caméra, elle a simplement dit « Cote 16 », pas d'indignation, pas de demande de peine plus sévère, juste « Je suis d'accord, 2 ans d'attente ». Une traque à l'échelle nationale, un procès, et 4 chiffres sur le papier, 23, 21, 6,5, 5. Au moment du verdict, celui-ci n'était pas encore entré en vigueur. Les condamnés conservaient le droit de faire appel. Juridiquement, l'affaire n'était pas encore close. Mais pour Svetlana, pour Andrei, pour les voisins du prospect Ulyanovsk, elle s'est terminée là. La justice a fait son travail. 4 hommes ont reçu leur peine. Mais une question reste sans réponse. Celle que tout le monde posait, des enquêteurs aux voisins. Pourquoi une femme mariée, à 1h du matin, irait-elle seule dans un café à la réputation douteuse ? La réponse à cette question s'avérera plus compliquée que quiconque ne le pensait. Les 4 ont été condamnés, l'affaire a été classée. Mais après le verdict, il y avait plus de questions, pas moins. Et qui avait passé l'appel ? Les enquêteurs l'ont établi, mais l'information n'a jamais été rendue publique. Komsomolskaya Pravda Krasnoyarsk a publié un titre affirmant « Cote 17 ». Si c'est vrai, alors la connaissance n'était pas fortuite. Alors l'un des 4 avait son numéro. Alors un contact existait avant cette nuit. Mais le tribunal a établi autre chose. Véronica a rencontré les hommes à l'intérieur du café. 2 versions, toutes 2 de sources officielles. Laquelle est plus proche de la vérité n'a jamais été publiquement éclaircie. Et puis il y a un autre détail. Andrei Korobkin, semble-t-il, n'a pas immédiatement réalisé que sa femme n'était pas rentrée, ou il a réalisé, mais n'a pas immédiatement réagi. Pourquoi ? Était-il habitué à ce qu'elle rentre tard ? Ne voulait-il pas faire de scène ? Ou y avait-il quelque chose entre eux que les voisins ignoraient ? Andrei a donné aux journalistes exactement une phrase. Puis, sais-tu, il n'a plus jamais commenté, ni sur cette soirée, ni sur l'appel, ni sur le fait de savoir s'il savait où elle allait. Le silence d'un mari n'est pas une preuve, mais c'est une pause qui en dit plus que les mots. Peut-être que derrière ce silence se cache une part de vie que les autres n'ont pas vue, ou n'ont pas voulu voir. Ceux qui connaissaient Véronica de plus près que les voisins sont restés silencieux par respect, par peur, par refus de remuer le passé. Mais la vérité, comme d'habitude, ne demande pas la permission. Il y a les faits, et il y a ce qui se cache derrière. Les faits sont les suivants. Elle n'a pas appelé son mari, elle n'a pas hésité. Elle y est simplement allée, comme si ce n'était pas la première fois. Une mère s'inquiète généralement quand elle sait de quoi avoir peur, quand elle a déjà vu, ou au moins soupçonné, que sa fille ne vit pas tout à fait comme elle le prétend. Et maintenant, ce qui ne peut être confirmé par des documents, mais qui ressort de tout ce que nous savons. Peut-être que derrière la façade de cet appartement tranquille du prospect Ulyanovsk, il y avait une autre vie.
des sorties nocturnes sous prétexte de visite à une amie, des rencontres occasionnelles avec des inconnus. Selon toute apparence, Véronica aimait l'attention, aimait la légèreté de la vie nocturne, et n'a pas pu y renoncer, ni après le mariage, ni après avoir eu une fille. Et cet appel mystérieux dans le taxi? Probablement pas un piège. Très probablement, c'était un schéma familier. Quelqu'un qu'elle connaissait l'a invitée à poursuivre la soirée, et Véronica a accepté sans réfléchir. On peut supposer que la mère savait, ou au moins soupçonnait. C'est pourquoi elle a donné l'alerte en premier. Non pas parce qu'elle était plus anxieuse que le mari, mais parce qu'elle comprenait, si sa fille n'était pas rentrée, cela signifiait que ce qu'elle avait toujours craint s'était produit. Et on peut supposer qu'Andrei n'a appris la vérité que plus tard, quand l'enquête a reconstitué l'itinéraire, quand il est devenu clair où elle était allée et pourquoi. Véronica Korobkina n'a pas mérité ce qu'on lui a fait. Personne ne le mérite. 4 hommes ont reçu leur peine. Et c'est juste, aucun bar de nuit, aucune décision risquée ne donne à quiconque le droit de faire ce qui s'est passé dans cette forêt. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'eux, elle parle du prix que l'on paie pour une double vie, de la façon dont, pendant des années, on peut marcher sur le fil et croire que le fil ne finira jamais, d'une décision « je ne rentrerai pas à la maison » qui est devenue la dernière, et de la façade derrière laquelle se cache parfois une solitude que l'on ne sait pas comment gérer, une solitude qui pousse dans la nuit, vers quelque chose dont on ne revient pas. Chers spectateurs, vous venez d'entendre une histoire qui manquait clairement d'aide psychologique. Cette femme avait probablement besoin de soutien, et sa famille aussi. Si quelque chose se passe dans votre famille qui sort de l'ordinaire, qui dépasse les normes généralement acceptées, ne gardez pas cela pour vous. Réglez les problèmes progressivement au fur et à mesure qu'ils surviennent. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.